Tu vois, petit lapin crétin, est-ce que ça te dirait d'apprendre des techniques de jeu interdites? Oui, oui. Bon, bah si t'es d'accord, on va s'y mettre. Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires. Aujourd'hui, c'est une vidéo interdite au MJ, puisque on va parler de techniques de petits filous. Alors, c'est quoi le contexte? On est toujours dans la série sur la narration partagée, c'est le dernier volet. Et on va parler de hacker sa MJ en partageant la narration à son insu. Eh oui, c'est vraiment fourbe. En fait, bon, grosso modo, qu'est-ce qui justifie de mettre en place cela? C'est grosso modo parce que ton ou ta MJ est de la vieille école et toi t'as envie de t'émanciper. Ben, pas de souci en fait. Voilà. C'est pour ça que je te présente ces techniques de pirate pour lui shipper la narration en contrebande. Bon, je suis un petit peu enroué, j'espère que ça va aller, que ça reste audible. Je vais faire des efforts. Peut-être que vous apprécierez cette nouvelle voix, cette nouvelle tessiture, avec un petit peu de vocal fry inside. Bon, bref. Alors, il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles on voudrait partager en tant que joueur, on voudrait partager la narration sans trop prévenir MJ. Ça peut être tout simplement que on estime que c'est naturel de partager la narration, que ce sera en réalité bien accueilli par MJ, mais qu'on risquerait de perdre beaucoup de temps en fait en explicitant sa démarche, puisque ça nous amène un peu à un phénomène qu'on rencontre justement en narration partagée, voire en jeu sans MJ, on se demande la permission pour tout quoi. Ah MJ, est-ce que tu serais d'accord pour que j'ai cette idée et tout. Donc c'est ce qu'on appelle le proposé validé. C'est-à-dire que tu fais des propositions, puis t'attends que MJ les valide, en gros, quoi. Hein. Et nous, en fait, on va plutôt essayer de faire ce qu'on appelle du énoncé accepté. Donc, énoncé accepté, on est plutôt dans une démarche où on dit des faits de façon avec le plus de culot possible, de façon la plus assertive possible. Et puis, si personne ne move, si personne ne réagit, bah, c'est que le fait est validé, quoi. Donc, il est, en fait, par défaut, ça veut dire que par défaut, les gens acceptent ce que tu dis et que, en fait, le refus est plus l'exception que la norme, quoi. Et c'est tout simplement une façon de partager la narration qui est plus fluide, plus immersive, et bien que le fameux proposer, valider, on n'arrête pas de se demander la permission, de se faire des politesses, tout ça. Donc ça, pour aussi, ces techniques que je vais te présenter, elles sont tout aussi valables pour ça. Et puis plus globalement, bon, j'ai dit que c'était une vidéo interdite au MJ, mais en tant que MJ, tu pourrais avoir quand même un intérêt à voir cette vidéo si justement tu veux faire des propositions à tes joueurs de partage un peu plus intensif de la narration à l'intérieur de jeux qui ne partagent habituellement pas la narration, voilà, des jeux traditionnels, pour pas les nommer. Et ben voilà, ces petites techniques que tu peux incorporer, qui sont absolument compatibles avec du jeu de rôle traditionnel en fait, qui ont juste un petit peu à la marge changer les paradigmes et amener plus de partage. Enfin, plus ça peut être un partage très large. Hein. Tu vas voir, il y a des techniques qui sont qui peuvent aller très loin dans la prise de contrôle. Parce qu'en fait, c'est quoi le partage de la narration? C'est, on va dire, globalement, d'habitude dans le jeu traditionnel, le MJ contrôle les décors et les figurants, les joueurs contrôlent juste leurs personnages. Et donc, si on partage davantage la narration, ça veut notamment dire, eh bien, que les joueurs vont dire plus de choses, prendre plus de contrôle sur les décors et les figurants. Ça peut être un peu dans l'autre sens aussi, MJ vers PJ, mais c'est pas trop le sujet de cette vidéo. Et ça peut être éventuellement PJ vers PJ. Peut-être qu'une partie des techniques que je vais te présenter peuvent être utilisées pour apporter de la narration sur les personnages des autres. Je te laisserai en juger. Allez, sans plus tarder, on commence par ces fameuses techniques de pirate. La numéro 1, c'est prendre l'initiative toi-même de faire tes jets de compétences. C'est-à-dire, n'attends pas que MJ te dise « Ah bah là, il faut que tu fasses un jet de truc, un jet de machin et tout. » Tu regardes ta feuille de personnage, tu vois les compétences que t'as, et du coup, tu prends toi-même l'initiative de les utiliser. Ah bah là, il y a une porte, je fais un jet de crocheté. Ah, ce PNJ m'a l'air louche, je fais un jet de psychologie sur lui, ainsi de suite. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà au moins un truc, une émancipation que tu vas avoir par rapport
à MJ, où t'es pas à attendre, en fait, que MJ te dise, vas-y, enfin, te prenne par la main sur chaque jet de dés, quoi. Et il est fort possible que tu fasses des choses, en fait, que tu n'aurais pas fait si tu avais attendu que MJ te dise de les faire, quoi, grosso modo, hein. Euh, Peut-être t'as envie de fouiller un endroit, tu le fouilles, t'attends pas que le MJ te dise, ah, il y a peut-être des choses à chercher, fais un jet de trouver objet caché. Bon, deuxième point, c'est devient juriste des règles. En fait, c'est évident qu'une bonne partie du contrôle exercé par MJ vient du fait que généralement MJ est la seule personne à vraiment connaître les règles. Donc, essaye de revenir sur un pied d'égalité avec MJ en lisant toi-même les règles, ou au moins une version abrégée des règles, parce que tu vas peut-être déjà savoir beaucoup plus sur ce que peut faire ton personnage. En plus, tu vois, des fois, il y a des jeux. Je prends un exemple de jeu, le jeu Roots, qui est un PBTA. Les moves de base, ils sont même pas sur la feuille de personnage. Ça veut dire qu'ils sont que dans le bouquin du MJ. Donc en fait, tu joues à Root, tu sais même pas en fait quels sont tes moves de base. Et donc il faut absolument que tu obtiennes cette liste de moves de base, tu vois, pour avoir déjà beaucoup plus de prise sur ce que peut faire ton personnage et pas être uniquement en attente que je dis ok, ouais, tu viens de dire que tu faisais ça, ça veut dire que tu as le droit de faire tel jet et tout. Voilà quoi. Donc tu seras beaucoup plus empuissanté si tu connais les règles. Tu peux même devenir en fait joueur expert. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un joueur expert? Eh ben, c'est quand tu connais en fait très bien le jeu, pas uniquement les règles, mais aussi l'univers. Et éventuellement, quand on joue dans de l'historique ou du contemporain, peut-être que tu connais pas mal de choses techniques qui sont liées au scénario. Euh, bon, voilà, bon, bah, ça c'est compliqué de. Enfin, Edge, tu peux, là où tu peux bosser entre guillemets, c'est apprendre l'univers de jeu, ça, donc là tu peux être experte. Euh, Pourquoi pas aussi, ça peut être juste de sélectionner tes MJ et tes parties en disant je vais essayer d'aller essentiellement sur des parties où j'ai une expertise, quoi. Voilà, je sais pas, un MJ propose un scénario Backrooms, tu vas y aller parce que tu connais bien l'univers des Backrooms. Tandis qu'un MJ va proposer un scénario SCP, tu connais pas bien, bah tu vas pas y aller parce que tu sais que de base, tu vas être totalement soumise à la conception que MJ a de la fondation SCP, toi tu connais rien, va te faire mener en bateau, quoi. On rigole. Également, tu peux négocier le contrat social. Alors ça peut être non, je préfère qu'on dise contrat de table, mais grosso modo, c'est au début de la partie, euh, il faut en finir avec cette idée que, enfin, très généralement, en fait, ce qu'on appelle le contrat de table est défini uniquement par MJ, quoi. Notamment dans les parties en ligne ou dans les conventions. MJ va décrire sa partie, son scénario, son jeu, tout ça, va décrire ce qui est attendu, peut-être même déjà poser des lignes et les voiles, des choses comme ça, quoi. Et toi, tu sais pas trop quel pouvoir t'as. Bah, en fait, dis-toi que c'est important au début de la partie, de préférence peut-être quelques jours en amont de la partie en discussion pour que MJ ait le temps de s'adapter. Eh ben, tu peux poser certaines conditions. Tu peux, par exemple, donner des phares. Donc les phares, c'est un peu l'inverse des lignes et les voiles. Hein. C'est quand simplement, c'est des désirs, quoi. Bon, bah, je sais pas, MJ te propose un scénario de type polar. Eh ben, tu dis dans tes phares, moi, j'aimerais qu'il y ait une histoire d'amour toxique, et puis j'aimerais qu'il y ait des courses-poursuites. Voilà. Ça, c'est une façon, voilà, et donc du coup, tu rajoutes ton grain de sable, entre guillemets, tu rajoutes un point au world building en début de partie, donc ça, c'est une façon, bah, tu viens de partager la narration, en fait. Ah, ah. Et personne ne s'en est rendu compte. Voilà, bon, tu peux aussi tout simplement, lors de ce fameux contrat de table, demander, moi je veux qu'il y ait plus de narration partagée, voilà, je veux avoir le droit de dire des choses sur le décor et les figurants, voilà. J'ai dit que c'est technique de pirate, mais des fois c'est bien de demander, hein, voilà, on est entre adultes. Bon, si tu es mineur et que tu regardes ces vidéos, tu peux aussi demander, en vrai. Voilà.
Ensuite, la cinquième méthode, c'est un BG de BG. Qu'est-ce que ça veut dire? Rédige un background de beau gosse. En fait, l'idée c'est que je te renvoie à la vidéo sur l'écriture de background, mais si tu fais un background inspirant, MJ va être vraiment tenté de justement de s'en inspirer, de l'utiliser et tout. Et ça, c'est une très très bonne façon d'avoir un gros contrôle en fait sur l'intrigue. C'est en fait cette intrigue, tu peux déjà quasiment en écrire les grandes lignes dans ton personnage en disant oui, en fait, un personnage mystérieux veut se manger de moi et me poursuit de partout. Et je pense que c'est lié à la fondation SCP dont on a tellement parlé et tout. Et voilà, et donc si MJ apprécie ton background, donc là il faut des qualités d'écriture en fait, eh bien MJ va l'utiliser et du coup d'une certaine façon t'auras hacké MJ, t'auras partagé la narration. La sixième méthode, alors ça c'est vraiment une méthode de philo. Oui, oui, non, n'écoute pas là, c'est vraiment trop une méthode de... Non, je bouche les oreilles parce que bon, il joue au ma table, hein, faut pas qu'il sache. Ouais. La sixième méthode, c'est triche au dé. Eh ouais, c'est quoi ce conseil tricher au dé? Bon, alors c'est seulement, je dirais en cas extrême, c'est-à-dire que si, notamment si t'as un ou une MJ que tu trouves vraiment punitif, bah voilà, il y a un moment, si t'en as marre de te faire rouler dessus, que tu arrives à rien, triche au dé, tu dis, ouais, voilà, tu dis, tu t'annonces un résultat bidon et tout, comme ça t'as réussi ton jet de dé, contre toute attente. Alors après, je précise quand même que, avec des MJ vraiment sadiques, généralement la triche au dé, c'est le dernier, c'est le dernier, la dernière tentative avant tout simplement de quitter la table, hein, hein. Ou en tout cas de renégocier franchement et lourdement le contrat de table. Mais bon, des fois, pour huiler une partie, parce que si tu veux, t'as le MJ sadique, de toute façon, il a envie que tu rates, ok. Et puis t'as le MJ poussif. MJ poussif s'arrange pour qu'il y ait beaucoup d'échecs, tout simplement en multipliant l'adversité, en ce qu'on appelle l'échec forcé, hein, donc en multipliant les jets de dés, quoi. Pas pour t'embêter, mais parce que ce MJ considère que une bonne aventure, ça prend son temps, quoi. Il y a beaucoup de péripéties et tout. Mais il est possible que toi, ça t'ennuie et que tu voudrais qu'on avance un peu plus vite dans le scénario et tout. Euh, et donc, c'est une façon d'envoyer un signal que, voilà, tu triches au dé, comme ça tu réussis ces petites péripéties inutiles qu'on a mis au travers de ton chemin, puis on passe à la suite, quoi. Alors, le point 7, c'est réfléchis à haute voix. Oui, oui, c'est le mot réfléchir que tu comprends pas. Oui, 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 bah, bon, j'ai pas le temps d'expliquer. Alors, en fait, l'idée, c'est que tu vas émettre des hypothèses sur le scénario, sur les PNJ, sur l'intrigue. Tu vas les émettre à haute voix, tu vois. Ah, tiens, bah, je pense que le coupable, c'est machin. Moi, je pense que dans la cave du manoir, il doit y avoir telle chose et tout. Et si tu joues avec un MJ qui a tendance à improviser, eh bien MJ va s'inspirer de tes hypothèses, tu vois, c'est ce qu'on appelle jouer en mode miroir. Et donc, voilà, tu l'as encore hacké. En fait, MJ se croit hyper malin. Il met des hypothèses et moi je m'en inspire. Je suis trop génial et machiavélique, alors qu'en fait c'est MJ qui se fait manipuler. Bon. Point numéro 8. Reformule les propositions du MJ. Pourquoi faire ça? Bah parce qu'en fait, ça va faire de toi, de facto, un co-MJ. Genre, si MJ dit des orques vous attaquent. Et ça, tu vas dire... tu vas dire à tes compagnons, au secours, on est attaqué par des orques, ces créatures hautement maléfiques, regardez leur gueule tordue, leur peau jaunâtre, verdâtre, violette, oui, ils ont beaucoup de couleurs, mes orques. Et voilà, en fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai rajouté... En fait, je commençais par reformuler un peu ce que les MJ avaient dit. Parce que c'est une façon de dire qu'on a compris. C'est pas toujours inutile en jeu de rôle de signaler qu'on a compris la proposition. Mais également, bah voilà, en fait, j'ai rajouté beaucoup de choses. Et cette proposition, je l'ai enrichie.
Et donc, de fait, je suis devenu une sorte de co-MJ. Proposition numéro 9. Pose des questions orientées aux autres joueurs et éventuellement à MJ. Je te renvoie bien sûr à la vidéo sur les questions orientées. Donc si tu commences à demander... est-ce que tu peux nous dire où nos deux personnages se sont rencontrés? Est-ce que c'était lors de la grande fuite dans les marais ou lors de l'ascension de la montagne interdite? Bon bah voilà, hein, tu vois, j'ai amené beaucoup de matière. Déjà là, comme ça, je viens d'ajouter des choses que MJ avait pas prévues. La fuite dans les marais, l'ascension de la montagne interdite et tout. Et puis je peux aussi poser ces fameuses questions à MJ, quoi, je dis. Mais en fait, les orques, est-ce qu'ils ont déjà détruit des villes humaines? Ou est-ce que c'est juste, entre guillemets, on est conscient de leur danger juste par rumeur? Ça se trouve, MJ, il avait juste imaginé des orques sans plus réfléchir. Et là, il va, en te répondant, en fait, sur ta question sur les orques, MJ va être obligé de meubler son univers. Mais tu vois, j'ai un peu enfermé dans deux options, quoi. Donc, finalement, il choisit une de mes options créatives et tout. Donc, ouais, je l'ai encore hacké. C'est vraiment trop machiavélique. Alors, le numéro 10, ça résume en fait l'ensemble de ce que j'ai déjà dit avant, hein, et ce que j'ai dit au début, c'est annonce tout un tas de trucs avec culot. En fait, c'est grosso modo, dit des choses, quasiment comme si c'était MJ, quoi, en fait. Donc, parmi les orques qui nous attaquent, il y a justement Grozak que je connais bien, qui est en fait un pote, parce qu'on a été mercenaires ensemble dans la même compagnie, donc si, c'est un super pote. Voilà, tu vois, je le dis avec un culot monumental, comme si j'avais toute légitimité à le dire, en gros, comme si dans un JDR à narration partagée, voire sans MJ. Puis avec un peu de chance, MJ va dire oui, c'est vrai, Grozak est ton copain. Du coup, comment tu gères la situation? Je vais utiliser ça peut-être pour négocier avec les orques et tout. On peut peut-être éviter ce combat parce que je négocie avec Grozak, mon vieux pote. Et tu peux même, du coup, dire avec culot des choses sur l'historique de l'univers. Je dis oui, les orques sont comme ça parce que en fait, des anciens humains qui ont fait des opérations d'alchimie, qui ont raté, quoi. Je sais que les orques sont dans la région parce que ils veulent, en fait, en réalité, ils sont là parce qu'ils veulent tuer une grande magicienne. Tac, tu dis ça, voilà, comme si tu étais au courant de trucs du background dont personne t'a jamais parlé. Et à nouveau, avec un peu de chance, eh bien, ça va passer. Point numéro 11. Décris en détail ton action avant le jet de dés. C'est-à-dire, tu ne te contentes pas de dire j'attaque, tu peux être beaucoup plus précis et tout. Mais ça peut être, tu vois, quand tu dis je fouille la pièce, ça veut dire je regarde sous les bibelots, j'ouvre les tiroirs, je fouille dans les vieux papiers, j'inspecte la penderie et tout, les vieux habits, tout ça. Là, par exemple, je viens de décrire des choses de la pièce qui n'avaient pas été décrites, tu vois. Le fait, plus globalement, de bien décrire son action avant le jet de dés, permet d'avoir beaucoup plus de contrôle sur les circonstances, la topographie du moment un peu. Et ce que tu peux faire également, du coup, quand tu décris ton action, c'est globalement, avant qu'on fasse le jet de dés, tu peux dire si je réussis, tu peux dire, si je réussis mon jet d'attaque, je capture le chef des orques. Voilà. Par contre, si je rate, eh bien, c'est moi qui serai prisonnier. Ça, c'est pas forcément un truc prévu par les règles, parce que généralement, les règles de jeu, si tu prends un Donjon et Dragon, par exemple, je pense que pour capturer quelqu'un, c'est hyper compliqué, sauf utiliser la magie, quoi. Généralement, c'est pas trop cadré par les règles, parce que les règles sont plus faites quand même pour qu'on soit sur des combats à se faire perdre des points de vie, donc tout ce qui est assommé, capturé, c'est pas trop géré. Donc là, je hack le truc, je dis, je fais un jet d'attaque, généralement, à Donjon et Dragon, un jet d'attaque, c'est un truc qui sert à faire perdre des points de vie.
Moi, je l'utilise pour autre chose, qui est pour capturer le chef des orques. Éventuellement, je propose une contrepartie que si j'échoue, c'est moi qui suis capturé, comme ça c'est fair, entre guillemets, quoi. Et donc, avec un peu de chance, MJ va accepter, en fait, les conditions du contrat que je lui ai proposé. Et ce qui amène. Et puis, surtout, de toute façon, ça me permet de, voilà, de contrôler un peu mieux, parce que des fois, quand tu fais une réussite, quand tu fais un échec, ou même quand tu fais une réussite, ce que va t'annoncer le MJ en conséquence ne va pas du tout te convenir et pas du tout quelque chose que tu aurais pu anticiper, quoi. Donc là, voilà, tu reprends beaucoup plus de contrôle. Et donc, le point numéro 12, qui est un petit peu un corollaire, hein, c'est, bon, supposons que t'aies pas décrit ton action, ta réussite, mais une fois que tu as réussi le jet de dés, bah, tu peux encore le faire avec culot, c'est-à-dire tu laisses pas à MJ le temps de décrire ta réussite, ou même ton échec, c'est tout de suite, toi tu dis ok, bah, j'ai raté mon jet d'attaque, ben du coup je glisse dans la boue, je perds mon casque, mais à ce moment-là je vois quand même, en fait, quand je tombe et tout, je vois les chaussures du chef orc, et je me rends compte en fait qu'il les a volées à au seigneur local. Voilà, tac, du coup, j'ai totalement hacké cet échec, tu vois, en narrant plein de trucs. Donc ça, c'est un peu si l'option 11 n'a pas marché ou a été oubliée, tu passes à l'option 12, qui est donc décrit tes réussites et des échecs avant que MJ ait le temps de le faire. Ensuite, point numéro 13, fais des apartés avec les autres joueurs. C'est-à-dire que dans le jeu traditionnel, on va dire le dispositif par défaut, c'est que MJ est censé entendre tout ce que disent les joueurs. Mais on n'est pas obligé de faire comme ça. Tu peux profiter que MJ est occupé en aparté avec un joueur, doit faire des apartés avec les autres, et pas forcément des apartés. Et donc, tu peux utiliser ces apartés pour quoi? Bon, bien sûr, pour faire des conciliabules entre personnages. Par exemple, la planification, parce que le problème de la planification, c'est quand on planifie et que MJ regarde, bah en fait, MJ va servir de ta planification pour la retourner contre toi, tu vois, en général. C'est pour ça que les plans ne marchent jamais. Mais si tu peux, voilà, tu peux. Alors, faut beaucoup de culot, hein. C'est-à-dire que tu peux faire un plan en secret et tout avec les autres joueurs, et puis le dérouler au fur et à mesure sous les yeux du MJ, à sa plus grande surprise, ou encore plus culotté, c'est de dire ah mais en fait quand on arrive les gardes sont endormis parce que on s'est concerté, on a corrompu en fait un domestique qui a drogué les gardes. Et j'en veux pour preuve, enfin, on a acheté les dés, on a réussi nos jets de corruption et tout, voilà, on a fait les jets de sauvegarde des gardes, ça a marché, donc ils sont endormis. Enfin, c'est beaucoup, très très culotté, mais avec un peu de chance, je me dis, à dire, ok, bon, d'accord, vous m'avez eu, c'est bon, vous avez au moins géré le problème des gardes. Tu peux aussi, du coup, te concerter avec les autres joueurs pour mettre en place un historique secret commun, tu vois, qui va être dévoilé au MJ au fur et à mesure. Alors, sinon, dernière technique, bon, qui est vraiment très... On est vraiment sur la technique de pirate, hein, c'est à toi de voir s'il faut faire ça ou pas, mais c'est la fameuse technique du chambellan qui pue. Je te mettrai un article sur un article de Greg Pogorzelski, où il imagine, en fait, que les joueurs se concertent tu vois, ensemble, sans informer MJ, et dire, ah, tu sais, là, ce PNJ hyper arrogant, qui est super important pour le MJ, le chambellan du roi. Bah, nous, on n'a qu'à estimer qu'il sent mauvais, en fait. Le MJ n'a jamais mentionné que le chambellan avait une mauvaise odeur corporelle, mais c'est pas grave. Nous, on va tous... Il n'a pas non plus dit l'inverse, il n'a ni confirmé ni infirmé. Donc nous, on va faire comme si chambellan puait. Donc quand il va nous parler, tu vois, avec la oh oui, 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 c'est vraiment intéressant ce que vous dites, hein. Oh là là. Alors, on voit enroué plus nez bouché, je te raconte pas. Bon, c'est vraiment, vraiment de la grosse technique de filou. Bon. Je préfère, moi j'aime bien, je te dis tout l'état de l'art, de la filouterie. Après, tu vas faire tes courses là-dedans, hein, selon ton code moral de joueur. Option numéro 14. Garde ton BG secret.
En fait, t'as écrit un background, mais finalement, rien ne t'oblige à dévoiler ton background à MJ. Les traumatismes de ton personnage, ses faits d'armes récents, ses relations avec différents peuples de l'univers de jeu, peut-être même ses possessions, son équipement, même le contenu de sa feuille de personnage, tu vois, ses scores de compétences et tout. MJ n'est pas obligé de connaître tout ça, en fait. Et MJ va découvrir au fur et à mesure. Tu vas dire, ah bah bon bah, je sors ma ceinture d'explosifs. T'as une ceinture d'explosifs? Ah bah oui, je l'ai acheté avec des points de création. Hein. Voilà, et ainsi de suite. Quitte à lui montrer des petits bouts de ton background de temps en temps pour prouver que c'est écrit, quoi. Hein. Et ça va être intéressant parce que MJ va être surprise, va devoir s'adapter. Donc ça peut être bien reçu en réalité, ce principe de background secret. Voilà, ça renverse un peu la logique du jeu de rôle traditionnel qui est que c'est MJ qui a des secrets et les joueurs, leurs personnages sont transparents pour MJ. Là, on inverse un petit peu la vapeur. Donc ça peut être très très intéressant comme expérience. Ensuite, amène des aides de jeu. Ouais. Alors je te renvoie, il y aura une vidéo... Je crois qu'il y a une vidéo sur les aides de jeu. Mais je sais pas je pense qu'elle a pas encore été, elle est écrite, mais elle sera diffusée plus tard. Mais il y aura une vidéo sur les aides de jeu. Mais grosso modo, tu vas beaucoup t'approprier l'expérience si tu amènes tes propres aides de jeu, quitte à ce que ce soit que MJ qui s'en serve, en disant, bah tiens MJ, je t'ai apporté un paquet de musées oracle, tiens MJ, je t'ai apporté un tarot spécial, dont tu vas pouvoir t'inspirer et tout. Parce que si MJ s'en inspire, effectivement, eh bien voilà, l'expérience, forcément, va aller dans un sens que toi, t'as un peu canalisé. De même si les autres joueurs utilisent les aides de jeu que t'as apportées. Typiquement, pour la création de personnages, tu vas amener un petit story engine qui est très bien pour imaginer des personnages hauts en couleur. Du coup, t'as clairement eu de l'influence, non pas uniquement sur ton personnage, mais sur tout le casting et tout, donc c'est assez chouette. Bon alors, conclusion de tout ça. T'as quand même vu que bon, dans ces techniques, il y a des techniques qui me semblent très fair, très équitables, très ok quoi. Et bien sûr, il y a des techniques vraiment de pirates, de filou, qui confinent littéralement à la manipulation de MJ. Donc bien sûr, l'idée c'est quand même d'utiliser ces techniques avec bienveillance et de toujours garder la porte ouverte au dialogue. C'est-à-dire que si MJ te dit non en fait à certains de tes apports, et qu'on est dans le cadre d'un JDR traditionnel, et en général dans un JDR traditionnel, je rappelle que MJ a le veto sur tout ce qui concerne au moins le décor et les figurants, mais on peut même en fait on peut même dire que MJ a un veto global sur même ce qui concerne les personnages. C'est-à-dire que dans un jeu de rôle traditionnel, MJ peut même interdire des trucs sur ton personnage, quoi. Tu peux pas dire que t'es le plus grand minotaure de la contrée, comme ça, hein. Il y a des chances que MJ dise non, je suis désolé, c'est pas possible, hein. On avait dit qu'on jouait que des niveaux, hein. Voilà. Donc, l'idée c'est que ça se fasse en bonne entente, peut-être que 8 propositions sur 10 vont être acceptées, donc là c'est très bien, et puis toi tu es ok, sûr qu'il y en ait 2 sur 10 qui sont refusés. Peut-être que MJ va en refuser beaucoup plus, et qu'en fait vous allez vous rendre compte que vous êtes tout simplement vraiment pas la même... vous donnez vraiment pas les mêmes marges de manœuvre en ce qui concerne le partage de la narration, et donc là il va être peut-être moment d'arrêter de faire ça en sum-sum, et de discuter, dire en fait moi j'aimerais bien un peu plus partager la narration, est-ce que t'es d'accord, oui ou non? Et si MJ n'est pas d'accord, ça ne fait pas de lui un tyran, une dictatrice, tu vois. C'est juste qu'on est sur des paradigmes de jeu différents, et il va falloir voir si vous continuez à jouer ensemble, ou si tu quittes la table pour aller sur des tables où il y a un peu plus de partage de la narration, quoi. Et bien sur ces bonnes
parole. On va clôturer avec ce... Je pense pas que ce sera aussi long, mais bon, j'espère que ça t'a intéressé. On va clôturer sur ce chapitre sur la narration partagée. Je sais pas encore de quoi va parler la prochaine série. Faut que je décide ça. Mais je te promets, ça va être passionnant. Et puis, on se dit à la prochaine. Je t'embrasse bien fort. Et si tu n'aimes pas ça, tu coupes, tu esquives comme ça. Allez, ciao!